Le journal. Bonsoir à tous, merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres du journal. Le conseil d'administration de Radio Gabon tenu ce matin à Libreville a voté un budget prévisionnel exercice 2020 d'environ 460 millions de nos francs. L'enveloppe permettra de pallier certains nombres de dysfonctionnements chroniques tant décriés par le personnel. La Croix-Rouge provinciale de Logoïvindo organise à Makokou un atelier de renforcement des capacités de ses volontaires. À l'issue de cette formation, ces derniers seront mieux armés pour mieux faire face au coronavirus dans le cadre de leurs actions sur le terrain. Puis, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin au Palais du Bord de Mer une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Une rencontre qui permet de promouvoir, d'affecter et de muter les magistrats. Voilà pour le squelette de cette édition d'information. La principale de la soirée, une présentation de Fabien Guillaume-Convalet. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Conseil supérieur de la magistrature ce jour au palais de la présidence de la République. Les travaux de ce tour de table ont été dirigés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Aline Zila de la communication présidentielle pour le point. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le rendez-vous annuel portant sur l'organisation de la justice. Cette session ordinaire a réuni l'ensemble des acteurs du pouvoir judiciaire. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président de cet organe, a dirigé les travaux. Sur la table, les dossiers relatifs à la bonne administration de la justice. Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les travaux se sont déroulés dans la sérénité. Dans les règles, tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient présents. Ce Conseil supérieur de la magistrature a été fait dans le strict respect du statut des magistrats. Et nous espérons que les magistrats qui ont été nommés au cours de celui-ci respecteront leur serment, c'est-à-dire qu'ils rendront leurs décisions dignement et loyalement. La justice, pilier de l'état de droit, garante des libertés fondamentales, est essentielle pour la protection des citoyens. Son rôle est déterminant dans la consolidation de la démocratie et dans la cohésion sociale du pays pour une justice exemplaire et diligente. Soulignant que le numéro 1 gabonais, avant de quitter la salle de conseil, a tenu à saluer et discuter avec chacun des membres de ce Conseil supérieur de la magistrature. Le conseil d'administration de Radio Gabon tenu ce mardi a permis à l'ensemble des membres réunis à la maison Georges Rayuri d'adopter le budget prévisionnel exercice 2020 et de faire le bilan du budget exécuté au 30 juin 2020. Les détails avec Caroline Assoumou-Mombe. Plus de 460 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2020 de Radio Gabon adopté en conseil d'administration. Un budget qui va permettre le bon fonctionnement de la radio nationale, mais également apurer les dettes antérieures, comme l'affirme Ghislain Etougué, administrateur représentant la primature. La dette de Radio Gabon s'élève aujourd'hui à 100 500 000 francs. Elle s'élevait il y a 2 ans à 181 millions. Et un moratoire avait été décidé par les administrateurs pour que cette dette soit payée en 3 années. Alors l'année dernière, on a payé, au-delà même du tiers, on a payé 80 millions. Il reste donc 100 millions. Les 100 millions, on les paiera en 2 tranches, puisque c'est un processus triannuel. Nous les payons en 2 tranches. Donc la première tranche, c'était 80 millions. Là, cette année, 60 millions. Et en 2021, 40 millions. Sur un tout autre plan, les administrateurs envisagent quelques apports. Il y en aura une sur les stations provinciales parce qu'elles méritent d'être réhabilitées. La gestion des personnels, notamment les collaborateurs extérieurs.
La question des primes du personnel de Radio Gabon a été laissée en réflexion et sera abordée lors d'un autre conseil d'administration prévu pour septembre prochain. Les membres de la Fédération des collecteurs des régies financières sont en grève depuis le 13 juillet dernier. Un mouvement d'humeur qui se poursuit pour réclamer, entre autres, la régularisation des situations administratives des agents et la publication des résultats de l'audit réalisé en 2018 sur instruction de la présidence de la République. Bernadette Zangeyi. Ce retour au piquet de grève des agents des impôts, douanes, trésors et des hydrocarbures intervient 2 mois après la perception de leurs arriérés de primes. Sylvain Ombinda Talewa III, porte-parole de la Fédération des collecteurs des régies financières. Au mois de mai 2020, nous avons un certain nombre de revendications. Parmi ces points, on avait également le paiement des primes. Le gouvernement a pensé bon d'évacuer ce qui leur permettait d'avoir un peu de souffle. Donc, en évacuant le point sur les primes, cela sous-entendait tout de suite qu'on rentrait en négociation. Donc, la sagesse voudrait qu'on suspende, comme le veut la norme légale. Dans nos points de revendication, nous revendiquons les assises présidence de la République, partenaires sociaux. Nous avons effectué des audits des effectifs et des primes qu'ils ne veulent pas publier. Nous avons relancé ce mot d'ordre de grève le 13 juillet. Personne n'a réagi, ni du côté de l'administration, donc les directions générales, encore moins du côté du ministre de l'économie et de la relance, comme c'est le terme aujourd'hui. Disposés à la négociation, les grévistes exigent la tenue d'une commission tripartite pour la sortie de crise. Si aujourd'hui nous devons nous asseoir, c'est les membres du gouvernement accompagnés de leurs directeurs généraux, les partenaires sociaux et la première institution. Nous allons nous dire la vérité en face de la première institution pour que, enfin, le fin mot de l'histoire puisse ressortir. Pourquoi les régies financières sont toujours dehors alors que nous avons besoin de sérénité? Une sortie de crise surtout conditionnée par la satisfaction totale de leurs revendications. C'est officiel, la chasse aux malades mentaux est lancée depuis 48 heures par les équipes du centre psychiatrique de Mélène. Objectif, améliorer la prise en charge de cette catégorie de citoyens. Le point avec Ahmed Ryan Zengi. Comme annoncé par le ministre de la Santé il y a quelques jours, l'opération de ramassage des malades mentaux dans les rues de Libreville est effective depuis le lundi 2 août. Les différentes équipes de l'hôpital psychiatrique de Mélène sont à pied d'œuvre, quartier par quartier, ruelle par ruelle, à la traque des déficients mentaux. Thierry Baïto Mokoko, directeur général du centre de santé mentale de Mélène, joint par téléphone. Le ramassage se passe très bien pour l'instant. Hier, nous avons pu récupérer 13 malades mentaux errants dans différents quartiers de Libreville. Et sur les 13, il y a 6 femmes et le reste, ils sont pris en charge. Et jusqu'alors, l'opération se déroule très bien. Dotée d'une capacité d'accueil de 150 lits, cette structure sanitaire spécialisée garantit une meilleure prise en charge des malades mentaux aussi bien en ambulatoire qu'en hospitalisation. Présentement, la structure compte en son sein près d'une trentaine de patients abandonnés par leurs parents depuis plusieurs décennies. À ce jour, nous avons 32 personnes résidentes, donc 32 malades qui n'ont pas de famille, mais qui restent depuis bientôt 30 ans dans cet établissement sanitaire. Les techniciens s'en occupent. Lorsqu'un malade doit être hospitalisé, les médecins l'hospitalisent. Opérationnel à 100% sous l'impulsion du Dr Guy Patrick Obiandong, les services du centre de santé mentale de Mélène mériteraient un regard particulier de la part de la tutelle, indiquent les responsables de cette structure qui expriment d'ores et déjà plusieurs attentes. Faire en sorte que les médicaments soient disponibilisés, l'alimentation et que le budget suive. Nous avons toujours eu des problèmes de budget, mais pour l'heure, tout va pour le mieux. Lancée pour une durée de 7 jours renouvelable, l'opération de ramassage des malades mentaux dans les rues de Libreville sera permanente en tenant compte bien évidemment des capacités litières du Centre national de santé mentale. Semaine de l'allaitement maternel. Les femmes atteintes par le VIH-Sida doivent allaiter leurs enfants au lait artificiel, car si l'enfant a été protégé durant la grossesse et la naissance, la mère doit toujours continuer à protéger son enfant. Caroline Assoum-Mombe nous informe également que plusieurs hommes encouragent leurs femmes à allaiter. Voici son reportage.
Nous sommes au centre de santé de la Pairie, dans le 3e arrondissement de Libreville. Dans la salle de pesée, les mamans et leurs bébés, pour la plupart au sein, attendent d'être reçus par les sages-femmes qui doivent les entretenir sur la nécessité d'allaiter le nourrisson, mais surtout sur les contre-indications de l'allaitement chez la mère atteinte du VIH/SIDA. Je vais d'abord rappeler que l'allaitement maternel doit être exclusif de 0 à 6 mois et dès la naissance. Pour la mère d'abord, l'allaitement maternel favorise la production d'une grande quantité de lait. Certaines infections telles que le VIH, la femme ne devrait pas allaiter son bébé parce que si le bébé a été protégé durant la grossesse, il a également été protégé durant l'accouchement. Autant éviter de l'allaiter pour éviter une transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et pour nourrir son bébé, en ce moment, nous conseillons l'allaitement artificiel. Au-delà des considérations personnelles, il existe des femmes qui allaitent encore au lait maternel exclusivement et des hommes qui encouragent leur épouse à nourrir le nouveau-né au sein. Quelques concernés témoignent. Moi, j'allaite mon bébé parce que j'aimerais que mon bébé soit fort, intelligent. Comme on nous dit bien à la PMIC, le lait artificiel déjà, c'est pas trop bien pour les enfants parce que déjà les enfants d'aujourd'hui, avec leur comportement agité, avec le lait artificiel, c'est pas vraiment bien. Alors que le lait maternel rend l'enfant solide et fort. Mes enfants prennent le lait artificiel que quand je ne suis pas à la maison. Moi, je l'encourage fortement de donner du lait maternel à l'enfant. Parce que certains pensent que c'est en allaitant l'enfant que les seins tombent en fait. C'est faux. Parce qu'on a vu des femmes qui n'allaitent pas, qui n'ont jamais eu des enfants, mais les seins sont tombés. Mais je sais que votre femme a eu un couple, puisque vous avez 3 enfants. Est-ce qu'elle est toujours séduisante? Toujours séduisante. D'après Vanessa, nous sommes toujours ensemble. Ça fait pratiquement plus de 12 ans. D'après les chiffres de l'OMS et de l'UNICEF, seuls 6% des femmes à travers le monde respectent la prescription d'allaiter au lait maternel de manière exclusive. Makokou, la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo, abrite les travaux du séminaire de renforcement des capacités des volontaires de la Croix-Rouge provinciale. Au menu de cette rencontre, la riposte contre le coronavirus. Les détails avec Cecilia Akoumamendom depuis Makokou. Renforcer les capacités des volontaires de la Croix-Rouge de l'Ogooué-Ivindo en matière de riposte contre la COVID-19, tel est l'objectif du séminaire qui a débuté à Makokou. Un séminaire qui est la bienvenue au moment où l'on a déjà enregistré quelques cas de contamination du coronavirus dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Patrick Poati, président provincial de la Croix-Rouge de l'Ogooué-Ivindo. Voir la Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise être présent dans notre province afin de pouvoir apporter un renforcement des capacités au niveau des volontaires qui officient dans les communautés en ce qui concerne la riposte contre le Covid-19. Donc nous sommes plus que satisfaits. Donc les services de santé publique sont avec nous. Ensemble, nous formons une armée pour lutter contre le Covid-19. À côté de la satisfaction des responsables de la Croix-Rouge provinciale de l'Ogooué-Ivindo, il y a l'accompagnement du COPIL de la province dans le cadre de l'atténuation des impacts de la COVID-19 auprès des populations ogivines. Martial Ibadi, chef de service de gestion des catastrophes et coordonnateur technique de la Croix-Rouge gabonaise dans le cadre de la riposte de la COVID-19 au Gabon. Nous sommes à Makokou pour exactement 4 jours. Et durant ces 4 jours, nous allons d'abord travailler sur 3 jours sur la surveillance à base communautaire. La dernière journée, on va travailler sur la communication, sur le risque et l'engagement communautaire. Donc sur la première journée, on aura 30 volontaires qu'on va former et la dernière journée, on aura 15 volontaires. À côté de cela, on va renforcer les capacités de 5 volontaires sur l'appui psychosocial. Donc tout cela pour accompagner la réponse de la province, donc le COPIL de la province de l'Ogooué-Ivindo, dans le cadre de l'atténuation des impacts de la Covid auprès des populations. Donc ces volontaires sont dans la communauté. Après le renforcement des capacités, ils vont aller vers les communautés sensibilisées et les orienter aux besoins toutes les fois qu'il y aura des présomptions de situation de Covid. Rappelons que c'est au total 45 volontaires de la Croix-Rouge provinciale qui vont bénéficier 4 jours durant des enseignements riches en matière de riposte contre la COVID-19. De l'hôtel Congo à Makokou, Cecilia Akoumamendom pour Radio Gabon, la référence. Vers l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage au lycée public de Bikele, l'ensemble des bâtiments de cet établissement désormais est alimenté en électricité, bien que les conditions d'accès restent toujours difficiles du fait du mauvais état de la route. À la plume de ce reportage, Raymond Savou.
De la lumière dans les salles de classe du lycée public de Bikélé, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum, c'est désormais une réalité. Après plusieurs démarches entreprises par le proviseur du dit établissement, Janine Pissam. À mon arrivée ici le 8 octobre 2019, on avait le courant, mais mon prédécesseur avait un compteur EDAN. Mais il y avait un hic. Les salles de classe n'étaient pas éclairées. Mon prédécesseur avait déjà un dossier bien engagé pour que nous ayons un compteur qui est pris en charge par l'État. Moi, je n'ai fait qu'accélérer les choses. Ça a abouti. On nous a placé un compteur qui alimente maintenant le lycée, qui peut alimenter tout un quartier. Mes élèves, quand il pleuvait, quand il faisait noir, suivaient les cours avec les torches de leur téléphone. Ils ont mis les néons dans toutes les salles de classe. L'administration est éclairée. J'ai mis des projecteurs aux alentours pour bien éclairer le lycée la nuit. Assis un par un, en respectant la distanciation physique, les élèves des classes de terminale qui, dans les semaines à venir, vont affronter les examens du baccalauréat, se réjouissent de l'électrification générale de leur établissement. Nous sommes contents, ça fait plus de sécurité, donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est un progrès, savoir qu'on peut travailler jusqu'à 18h dans la lumière, c'est vraiment bien. Parmi les problèmes rencontrés au lycée public de Bikélé, l'insécurité et les conditions d'accès. La route connaît une dégradation avancée. Janine Pissam, proviseur. J'ai essayé d'écrire à mon ministre de tutelle. C'est pas à lui de faire cela, c'est le ministère des TP qui doit s'occuper des routes. J'ai écrit à la mairie de Ntoum. Je sais que quand même dans les mairies, il y a quand même une petite place qui est réservée à l'école, mais je ne vois rien, ça me fait mal. Quand je viens même au lycée, quand il pleut, la nuit, je tremble parce que j'ai dérapé 2 fois. À Bikélé, on vole la journée. J'ai mon corps qui bat pour ces néons qui vont rester la journée seuls. Une situation ne favorisant pas l'accès des bus affectés au transport des élèves en cette période de Covid-19 au lycée public de Bikélé. Il ne se passe plus un jour à Libreville sans qu'on ne dénonce des meurtres et des actes d'agression verbale, physique et à l'arme blanche entre les adolescents. Au PK 9, par exemple, un adolescent de 17 ans surnommé Boulette a assassiné à coups de couteau son voisin de même âge pour une histoire banale. Le récit des faits dans ce reportage d'Edgar Kaba. En relation juvénile, l'usage de l'expression « mon petit » simplement a conduit à l'irréparable. Derrière l'hôpital militaire au PK9, l'assassin, à peine à 17 ans, nommé Boulette, a abattu à coups de couteau son ami et voisin Giovanni Chris, dont Nyari, lui aussi âgé de 17 ans. Le grand frère de la victime, Guénol Ngomondo, raconte. Le petit, on l'a envoyé chez le Malien. Et du coup, chez le Malien, il paraît qu'il y a souvent des assemblées de ces enfants-là qui se retrouvent. Donc, en se retrouvant comme ça, le grand frère du défunt a trouvé une discussion entre le petit et l'un des gars qui l'a assassiné. Il a posé la question, mon petit, qu'est-ce qui ne va pas avec les autres? Il lui a répondu simplement non. Il n'y en avait rien, c'était juste une simple discussion que je faisais avec les frères. Lui, en tournant le dos, il a juste entendu un coup de poignade au niveau du cœur de son petit frère. Du coup, le petit s'est levé avec ce choc, voulant aller à la maison pour interpeller la famille et son chemin qui s'est écoulé. Le grand frère voulant suivre maintenant l'assassin, c'est lui qui lui a donné le coup mortel. Le petit, il est allé en courant chez lui, à nouveau reprendre une machette pour venir achever celui qui est parti. Un des habitants de derrière l'hôpital militaire du PK9 donne son point de vue là-dessus. La délinquance est en train de croître. Ce qui s'est passé derrière l'hôpital militaire, c'est très fréquent dans les quartiers de Libreville aujourd'hui. Cela est dû à une augmentation très forte du taux de banditisme. C'est triste, mais vraiment pour revoir tout ça, ce sera très compliqué. Parce que le chemin qu'on emprunte aujourd'hui, c'est à savoir si on ne va pas nous braquer à midi. On a attrapé des voleurs, on les a amenés jusqu'à la police. Maintenant, le simple fait qu'on ait demandé aux personnes qui ont été victimes de vol et de braquage de se déplacer pour aller justifier la plainte qu'on a posée, personne n'a pu le faire. D'après nos enquêtes, après l'interpellation des suspects, celui qui a poignardé et celui qui a fourni le couteau, et bien sur injonction du procureur, la boutique qui sert de QG sera fermée. Vous restez avec nous, Edgar Kaba, pour nous parler de la construction anarchique à Libreville. Le manque criard d'urbanisation a développé un phénomène, celui du passage des piétons dans les domiciles. Ces maisons deviennent ainsi des passerelles. Reportage. Premier arrêt, quartier Venez voir, un des quartiers populaires de la ville de Libreville. Ici, à vue d'œil, les maisons sont resserrées les unes les autres. Une promiscuité qui a fait naître l'existence de passages pour piétons dans les maisons. À ces lieux, cela devient un fait quasi normal aujourd'hui. Au quartier Venez voir, j'ai passé dans une barrière. Apparemment, c'était déjà fermé, mais il n'y avait plus où passer. C'était au niveau des chambres.
On est passé, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas réagi. Allons à présent à Cocotier, lieu où la situation est identique. Ces passages à l'intérieur des habitations sont nombreux et profiteraient à une catégorie de personnes, à en croire les témoignages recueillis dans plusieurs domiciles. Tu prends ça, tu descends comme ça, tu prends une autre route, tu prends une route qui peut sortir à la route là-bas, tu descends pour sortir vers la gare routière. À Cocotier, je crois que c'était aux environs de midi, ils étaient à table, j'étais avec un frère qui me disait non, le raccourci est par là. Et j'avais peur, tout simplement parce que je me disais que les propriétaires de la maison pouvaient dégamer. Apparemment, ils n'ont rien fait. Après, j'avais su qu'il y avait un raccourci par là. C'était le seul endroit où on pouvait passer et on était passé par là. Apparemment, c'est là où je m'étais rendu compte que c'était finalement un raccourci. Que faut-il faire? Certains s'expriment à ce sujet. S'il faut demander à l'État une certaine chose, c'est essayer d'urbaniser les quartiers, au fait, parce que la manière dont nous vivons, le phénomène ne peut que s'accentuer. Les quartiers ne sont pas urbanisés, donc c'est difficile. Il faut essayer de développer la cité, c'est tout. Vous venez construire dessus, mais vous subissez. Si les riverains vous disent que ça c'est notre passage, que toi tu veux construire, parce que tu veux t'imposer, tu veux dire que toi c'est toi. Ta maison sert de passage. Pour l'heure, le pont d'Akébé, Kingélé, Pompidou, au quartier Rio et dans bien d'autres, ces maisons passerelles demeurent. Sur un tout autre plan, tailler le bois ou d'autres matériaux pour faire naître des motifs ou des formes, c'est le challenge qu'un jeune compatriote résident dans le sud du pays s'est donné depuis quelques années. Cette façon de s'exprimer n'est pas un simple passe-temps, mais tout un métier car il lui permet de valoriser les trésors de son pays. Allons à la découverte de cet artiste dans ce reportage de Love Pakita Dilebou Mabika. Carlos est un jeune artisan gabonais, la trentaine révolue, installé au village Massoti à 5 km de la ville de Tchibanga, sur la route de Dingundu. Il s'est lancé depuis plusieurs années dans la fabrication des objets d'art à base de bois et de bambou de Chine. Je fabrique un peu de tout. Je fabrique des veilleuses à base du bois, ensuite des gobelets en bambou de Chine, en plus des colliers. Vu le confinement, en fait, je voulais faire une exposition d'art. Je ne sais pas si c'est possible avec ce confinement-là. À travers son art, Carlos valorise le patrimoine national, bien qu'il rencontre quelques difficultés au quotidien. De l'aide, des outils, il n'y a pas d'outils. Si quelqu'un peut m'aider dans ce sens, ça pourra bien. Pour écouler sa marchandise, Carlos se rend au marché central de Tchibanga et dans certains villages tels que Igoti, dans le canton Basse-Nyanga, département de Ndungu, province de l'Ogooué-Maritime. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Guy Davimbumba et nous commençons par la République centrafricaine où l'opposition et la société civile posent un ultimatum pour une concertation nationale. Les partis politiques d'opposition, les organisations de la société civile et diverses personnalités appellent les autorités à une concertation nationale. Ces derniers acteurs ont adressé un courrier au président de la République qui est resté sans réponse. Lundi, lors d'une conférence de presse, ils ont lancé un dernier appel avant de se mobiliser pour des actions qui les qualifient de désobéissance civique. En Guinée-Conakry, le collectif pour la transition a déclaré avoir déposé plainte contre le président Alpha Condé ce mardi devant le parquet national financier à Paris. Ses opposants accusent le chef de l'État guinéen ainsi que ses proches de corruption, trafic, d'influence et blanchiment. Cette plainte intervient la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Enfin, en Libye, de nouveaux accrochages ont éclaté entre milices suite à l'arrestation de plusieurs mercenaires tchadiens qui se sont constitués, selon les autorités libyennes, en un groupe de malfaiteurs qui ont pillé et volé. Ces mercenaires étaient sous la direction d'Oussama Juli, chef des forces militaires de l'Ouest libyen. L'ordre de les arrêter a été donné par Fatih Bachaga, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale. Les deux hommes appartenant au même camp politique s'opposent fortement. À l'espoir à présent, avec vous, Tony Ruffin Mavorolou, auteur d'une saison exceptionnelle en première ligue, l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a mis tout le monde d'accord en qualifiant son club Arsenal en Ligue Europa la saison prochaine.
Après une brillante prestation lors de la finale de la Coupe d'Angleterre en inscrivant un doublé qui a permis à son club de remporter pour la 14e fois de l'histoire du club le trophée de cette compétition, permettant également à Arsenal de participer l'année prochaine à l'Europa League. Suivons ce reportage de Chivarol Mekwi Menkoulou. En offrant à Arsenal son 14e trophée en Coupe d'Angleterre, Pierre-Emerick Aubameyang s'est également offert une entrée fracassante dans le panthéon du club londonien. Willy Ndong, journaliste à l'Union, et François Binet, directeur de publication de Gabon Event Sport. Pierre-Emerick Aubameyang reste parmi les 4 meilleurs attaquants du monde, les plus réguliers. Depuis qu'il est arrivé en Angleterre en 2 saisons et demie, il s'est toujours placé comme l'attaquant vedette, et surtout d'Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang confirme un peu tout le bien qu'on pensait déjà de lui, buteur patenté. À lui seul, il a supporté les Gunners. Grosso modo, c'est une saison riche pour l'attaquant gabonais, qui fait partir des meilleurs buteurs africains. Depuis son arrivée en 2018, l'international gabonais est aujourd'hui la pièce maîtresse. Le capitaine des Panthères du Gabon a inscrit 44 buts, des prestations qui attissent logiquement les convoitises de nombreux clubs européens. Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon. Quand un joueur frappe fort, la cote monte et manifestement, obligatoirement, il y a d'autres clubs qui se manifestent à côté. L'entraîneur Mikel Arteta d'Arsenal souhaite construire son projet autour de PA. Pierre-Emerick devrait rester avec les Gunners la saison prochaine. L'une des conditions était qu'Arsenal remporte la Coupe d'Angleterre. Moi, j'opterais pour que Pierre-Emerick reste à Arsenal et que Arsenal se donne désormais les moyens de revenir au premier plan de la Première Ligue, parce que quand on a un attaquant comme Pierre-Emerick Aubameyang, on ne peut pas se permettre d'être une équipe moyenne et d'avoir des ambitions moyennes. Après avoir conquis l'Allemagne avec le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà conquis l'Angleterre. En fin de contrat dans un an avec Arsenal, la Panthère est tentée par un départ vers un club qui va disputer la Ligue des Champions. Restera ou partira, l'avenir nous le dira. L'international gabonais Mario Lemina va quitter Galatasaray cet été après une saison passée dans le club turc. Les dirigeants stambouliotes ont décidé de ne pas le conserver. Le milieu du terrain gabonais retourne à Southampton. Ulrich Kupangoy Mapila pour le reportage. Prêté l'an dernier par Southampton à Galatasaray, Mario Lemina a réalisé une saison en demi-teinte dans le championnat turc. Très bon lors de ses premières sorties et promu capitaine, l'international gabonais a terminé le championnat comme remplaçant. Une situation difficile pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Patrice Neveu, sélectionneur national des Panthères du Gabon. Il avait besoin effectivement de retrouver un rythme de jeu. La saison était bien lancée pour lui. Il joue à son poste de milieu. C'est un joueur qui devrait évoluer dans un championnat supérieur à celui de la Turquie pour avoir plus d'exigences à son égard et être plus performant. Une partie de la saison où il jouait défenseur, il a voulu servir l'équipe, que l'entraîneur lui demandait un petit peu de sacrifice pour servir l'équipe, et puis à la fin, ça se termine un petit peu mal. Malgré de belles prestations à Galatasaray, Mario Lemina n'a pas vu son contrat racheté par le club stambouliote. Il quitte le championnat turc avec un sentiment inachevé. Il va rebondir inévitablement parce que c'est un joueur de qualité. Il fallait qu'il se relance, il s'est relancé. Maintenant, il va avoir un choix à faire. Peut-être que dans son choix, il doit choisir un club ambitieux, pour moi, en Europe, et un entraîneur suffisamment solide qui lui demande beaucoup, parce que c'est un garçon qui peut faire encore beaucoup plus que ce qu'il fait. Milieu défensif pouvant évoluer derrière les attaquants et doué d'une bonne technique, Mario Lemina est un joueur complet, un profil qui va intéresser plusieurs clubs européens pendant le mercato qui va bientôt s'ouvrir. L'international gabonais Denis Bouanga a été victime d'un cambriolage à domicile. Les malfrats se sont introduits en emportant 3 000 €, 2 clés de voiture, des sacs à main et des vêtements. Aucun fait de violence n'a été signalé, même si cette douloureuse expérience reste traumatisante pour Denis Bouanga. Restons dans le cadre de nouvelles de nos internationaux. Irondo Imusavu King pourrait rebondir en Afrique du Sud. Faute de propositions en Europe, 2 clubs mythiques sud-africains seraient sur les traces du défenseur central des Panthères, à savoir Kaizer-Chiefs et Orlando Pirates. Les contacts récents entre le club cité et l'agent du joueur confirment la thèse selon laquelle Musavu King pourrait évoluer la saison prochaine en Afrique du Sud. Une situation qui arrange l'international gabonais. Merci Tony Ruffin Mavorolo pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, le rappel de ses principales articulations.
Le conseil d'administration de Radio Gabon tenu ce matin à Libreville a voté un budget prévisionnel exercice 2020 d'environ 460 millions de francs CFA. L'enveloppe permettra de pallier certains nombres de dysfonctionnements chroniques tant décriés par le personnel. La Croix-Rouge provinciale de Logoué-Ivino organise à Makokou un atelier de renforcement des capacités de ses volontaires. À l'issue de cette formation, ces derniers seront mieux armés pour faire face au coronavirus dans le cadre de leurs actions sur le terrain. Puis, le chef de l'État, Ali Bongo Ndima, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, une rencontre qui permet de promouvoir, d'affecter ou de muter les magistrats. Raymond Savo était à la réalisation de ce journal. La mise en onde est assurée par Léopold Lombo Mozoko. Au montage, Herman Osunga. Tony Ruffin Mavouroulou assurait la page des sports. Je suis Fabien Guillaume Kemveli. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.